D'autant plus plaisir d'être avec vous, car à titre de directeur Amérique latine, Antilles, Afrique et Moyen-Orient du MRIF, je suis régulièrement en contact avec certains de nos chefs de poste et suis à même de mesurer et apprécier tout le travail qui est fait à l'étranger par nos représentants. Je remercie le ministère des Relations internationales et de la francophonie de sa collaboration pour l'organisation de cette activité qui s'inscrit parfaitement dans la mission de la SORIC, soit celle d'être un forum de discussion à Québec pour tous ceux qui s'intéressent aux enjeux et questions internationales. Permettez-moi maintenant de vous présenter les invités de la table d'honneur pour lesquels je vous demanderai de réserver vos applaudissements pour la fin. Alors, tout d'abord, M. Jean-François Hould, directeur de cabinet de la ministre des Relations internationales et de la francophonie. Madame Françoise Mercure, présidente directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec. Monsieur Alfred Pilon, président directeur général de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse et de l'Office Québec-Amérique pour la jeunesse. Monsieur Nelson Michaud, directeur général de l'École nationale d'administration publique. Madame Lynne Beauchamp, représentante du gouvernement du Québec au sein de la délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO. Monsieur Jean-François Lépine, directeur des représentations du Québec en Chine. Monsieur Éric R. Mercier, délégué général du Québec à Mexico et représentant du Québec pour Cuba. Monsieur Jean-Stéphane Bernard, sous-ministre du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Et enfin, Madame Christine Saint-Pierre, ministre des Relations internationales et de la francophonie. Alors, je remercie au nom de la SORIC à l'avance nos conférenciers de ce midi qui sauront, j'en suis convaincu, mettre encore plus en valeur l'important travail que les représentants du Québec à l'étranger réalisent pour le bénéfice de notre société. Merci également à vous, chers convives, qui vous êtes joints à nous ce midi en si grand nombre. Votre présence témoigne également d'un engagement envers la SORIC, ce que nous apprécions. Je souhaite à tous une très belle activité et un bon repas. Au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. Merci, M. Toupin. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Mme Christine Saint-Pierre. Mais comme le temps nous est compté, vous l'avez vu, on va manger un peu à travers, évidemment, ce repas. Je vous souhaite bon appétit et j'accueille Mme Saint-Pierre. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est à cause de moi qu'on va devoir accélérer le repas parce que j'ai demandé à ce qu'on puisse accueillir à l'Assemblée nationale nos chefs de poste. Comme la période des questions commence à 2 heures, il faut se rendre là-bas. Alors, c'est pour ça qu'on accélère un petit peu. Mais je pense que c'était très important qu'on puisse, à l'Assemblée nationale, tous ensemble, vous dire que nous vous apprécions et vous dire merci pour le travail exceptionnel que vous faites. Donc, Monsieur le vice-président de la SORIC, Monsieur le sous-ministre du ministère des Relations internationales et de la francophonie, Mesdames et Messieurs les délégués généraux, délégués et chefs de poste à l'extérieur du Québec, Mesdames et Messieurs les représentants de la Ville de Québec, Mesdames et Messieurs les présidents des organismes gouvernementaux membres de la haute fonction publique, distingués invités. Merci d'être venus en si grand nombre ce midi. Je suis heureuse de prendre la parole dans le cadre de ce déjeuner-conférence de la SORIC. Ce midi, vous aurez l'occasion rare d'entendre 3 représentants du Québec parmi les plus chevronnés, Mme Lynne Beauchamp, M. Jean-François Lépine, M. Éric Mercier, témoigner de leur expérience de terrain. La réunion des chefs de poste, dont c'est la 21e édition cette année, constitue une occasion de ressourcement pour les représentants du Québec à l'étranger, d'appropriation des nouvelles priorités gouvernementales et de rencontres multiples avec les clients et partenaires. Il s'agit aussi d'une occasion pour l'acquisition de nouvelles compétences. Les chefs de poste viennent justement de compléter une demi-journée de formation en matière de sécurité et de gestion de crise. La sécurité des représentants du Québec à l'étranger, de leurs proches, de leur équipe et des ressortissants québécois sur leur territoire respectif est primordiale. En conséquence, il me semblait essentiel qu'une formation sur mesure soit offerte aux chefs de poste à ce sujet.
Au cours de la semaine, les chefs de poste du Québec auront l'occasion de prendre la parole et réseauter à Québec et en région. Le vendredi 10 juin, plusieurs d'entre eux se rendront en Gaspésie, en Estrie, en Montérégie, en Chaudière-Appalaches. L'objectif de cette journée de déplacement en région rejoindra le thème de la présente conférence ce midi, soit l'Action internationale du Québec au service du citoyen. Aujourd'hui, le Québec doit concevoir son action internationale dans un environnement en mutation. Plusieurs régions du monde sont en proie à l'instabilité et à la violence, et cette insécurité se transmet aux pays avoisinants par des frontières poreuses. Il y a également les mouvements migratoires, aussi les techniques de l'information qui permettent la diffusion instantanée des idées, ainsi qu'une mise en réseau des personnes, parfois et souvent c'est évidemment pour le meilleur, mais aussi pour le pire, soit la radicalisation. Une vive concurrence se déroule sur les marchés internationaux de biens et services dont la circulation est relativement libre d'entraves. Mais des vents protectionnistes soufflent fort, notamment chez nos voisins américains, ce qui doit nous préoccuper. Il y a également la question des changements climatiques, il y a aussi l'apparition de pandémies. On assiste également à une reconnaissance accrue à l'échelle internationale du rôle que jouent dans ces enjeux les États fédérés sur ces enjeux tels que le climat, la sécurité et la santé publique. Donc l'influence d'acteurs non gouvernementaux tels que les entreprises, les universités, les fondations et les groupes d'intérêt se fait également sentir sur une panoplie d'enjeux. Dans ce contexte international infiniment complexe, mon équipe est à élaborer une nouvelle politique internationale qui sera publiée en 2017 à l'occasion du 50e anniversaire du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Il s'agira d'une politique gouvernementale qui fera l'objet de consultations. Cette politique adoptera une perspective de long terme à la définition des intérêts du Québec sur la scène internationale et à l'adaptation des moyens d'action de sa diplomatie. Déjà au cours des derniers mois, le Québec a ouvert des représentations nouvelles dans des pays et régions du monde qui revêtent un intérêt stratégique. Vous les connaissez, 3e poste en Chine, dans la province du Shandong, une représentation à Dakar, au Sénégal, qui donne au Québec un point d'ancrage pour développer les occasions d'affaires en Afrique de l'Ouest, des antennes commerciales à Houston et Silicon Valley, qui portent à 8 le nombre de représentations québécoises en sol américain. Nous développons aussi des liens plus importants avec des partenaires nouveaux, comme Cuba, dont le potentiel pourra se réaliser pleinement avec la levée de l'embargo américain. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec dispose de 28 représentations dans 15 pays. Au niveau des États fédérés, c'est l'un des réseaux internationaux les plus importants au monde, mais il mérite d'être davantage connu au Québec. Vous savez tous que les représentations du Québec organisent des missions commerciales pour leurs territoires respectifs, ainsi que des vitrines pour faire connaître les artistes et les universités québécoises à l'étranger. Les représentations du Québec tissent également des liens politiques et institutionnels de haut niveau à l'étranger. Concrètement, ces contacts gouvernementaux aident le Québec à répondre aux situations problématiques. Ces liens permettent aussi la conclusion d'ententes intergouvernementales. Le Québec dispose de plus de 700 ententes avec 80 pays et États fédérés. Ces ententes donnent des assises au Québec pour collaborer plus efficacement dans la gestion de nos cours d'eau, comme c'est le cas pour l'entente sur les ressources en eau durable du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Elles permettent aussi aux travailleurs québécois de continuer à cumuler des avantages sociaux comme les rentes de retraite pendant qu'ils travaillent, dis-je, à l'étranger. Ce sont des exemples. Avec ses partenaires, le ministère recherche à attirer et maintenir des organisations internationales également au Québec. Après New York et Washington, Montréal est la ville qui accueille le plus grand nombre d'organisations internationales, plus de 60. De plus, le budget 2017 du Québec dégage de nouveaux moyens pour attirer des conférences d'envergure internationale au Québec. À titre d'exemple, pensons à la conférence scientifique de haut niveau organisée conjointement par le gouvernement du Québec et l'UNESCO sur le thème « Internet et la radicalisation des jeunes, prévenir, agir et vivre ensemble » qui se déroulera à Québec le 31 octobre et le 1er novembre prochain.
Le ministère soutient également les offices jeunesse internationaux du Québec, qu'on appelle LOGIC, et le développement de ces projets de stage à l'étranger, ainsi que les organismes de coopération internationale québécois dans le cadre de programmes tels que Québec sans frontières. Ces programmes, LOGIC, le programme de LOGIC comptait 4000 participants l'année dernière, alors que Québec sans frontières a permis à 300 jeunes de vivre un stage de coopération dans un pays en développement. Je souhaite aussi amener une concertation accrue à l'action internationale des ministères et organismes du gouvernement. Nous avons fait, au cours de la dernière année, des progrès notoires à ce chapitre. Il faut continuer, notamment pour appuyer le développement d'un volet de promotion internationale de la stratégie maritime et du plan Nord. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de diriger une mission de 14 représentants du gouvernement étranger en poste au Québec sur le territoire du plan Nord l'automne dernier et j'espère répéter l'exercice, dis-je, prochainement en ce qui concerne la stratégie maritime. Le gouvernement du Québec est activement engagé sur les enjeux internationaux. Il est à élaborer une nouvelle politique internationale qui mettra à jour sa vision stratégique, comme je l'ai mentionné. Il adapte ses façons de faire à l'environnement international. Il travaille plus étroitement avec ses partenaires. Son réseau de représentation est agile, présent sur le terrain et à l'affût d'occasions nouvelles pour le Québec. En définitive, l'action internationale du Québec comporte des impacts concrets pour la population québécoise. Les propos des 3 chefs de poste que vous entendrez ce midi vous permettront de le constater. Je vous remercie de votre attention et bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. Voilà, alors déjà, nous allons enchaîner. Je vais inviter successivement ces 3 illustres représentants du Québec à l'étranger. Je vais les inviter à s'approcher. Voilà, mon micro est ouvert, c'est mieux. On demande à monsieur le technicien d'être partout à la fois. Alors, il va revenir installer les micros de Mme Beauchamp et de monsieur Lépine et je vais vous présenter ces 3 représentants chevronnés, pour reprendre l'expression de Mme Saint-Pierre, représentants du Québec à l'étranger. Et on va pouvoir enchaîner tout de suite avec cette table ronde. Alors, monsieur Mercier, vous avez déjà votre micro. Je vais vous inviter à monter le premier. Voilà, alors, délégué général du Québec à Mexico, représentant du Québec pour Cuba également depuis février dernier, monsieur Éric Mercier. Soyez là-bas. Oui. Quelques mots. D'abord, gestionnaire au gouvernement à la Ville de Québec, puis au gouvernement du Québec. M. Mercier a été député de Charlesbourg de 2003 à 2007. Il a participé à plusieurs conférences de parlementaires d'Europe et des Amériques, en plus de diriger des missions d'observation électorale en Amérique latine. Voilà ce qu'il préparait bien être d'abord premier conseiller de la délégation de Mexico en 2009. Il en était nommé délégué général en 2014. Voilà. Deuxièmement, Madame Beauchamp. Ça va? Je passe à vous. La future déléguée générale du Québec à Paris, mais toujours représentante aujourd'hui du gouvernement du Québec au sein de la délégation permanente du Canada à l'UNESCO. Madame Beauchamp, bravo, merci à vous d'être là. Je pense que vous le savez tous, mais depuis son entrée en politique en 1998, Mme Beauchamp a été entre autres ministre de la Culture et des Communications, ministre de l'Environnement, ministre de l'Éducation, vice-première ministre du Québec. Nommée à l'UNESCO en 2014, elle changera d'adresse parisienne en août prochain. C'est bien ça? Voilà. Et enfin, troisième invité, qui a son micro également, le directeur des représentations du Québec en Chine, M. Jean-François Lépine. Grand reporter. On l'a connu grand reporter pour Radio-Canada et CBC en Chine, à Paris et à Jérusalem. Il a ensuite animé plusieurs émissions de la SRC, dont Enjeu, Le Point, Zone libre et Une heure sur Terre, émission d'information internationale. Avant d'être nommé représentant du Québec à Shanghai et Beijing en 2015, il était analyste international et consultant. Alors, bonjour à vous 3. Merci beaucoup d'être là. On vous a, évidemment, pour être encore plus efficace, je dirais, suggéré quelques, non pas les réponses, mais les questions
que je vais reprendre maintenant. Les réponses vous appartiennent complètement. Alors, nous allons, j'espère, avoir le temps de recevoir quelques questions de la salle, mais aussi, et c'est un précédent, vous le savez, pour ce dîner de la SORIC et du ministère, des extraits de leurs propos seront diffusés spontanément en même temps sur le fil Twitter. Alors, on risque d'avoir des questions aussi qui nous arrivent de ces gens qui nous suivent par Twitter. Alors, voilà, c'est donc un précédent. Alors, Madame Saint-Pierre nous le rappelait tout à l'heure, 28 représentations du Québec dans 15 pays. Pourtant, on a l'impression que l'action du Québec à l'étranger demeure un peu méconnue des citoyens, des gens de la rue. Pourquoi, à votre avis, alors que, j'en doute pas, l'offre de services du Québec à l'étranger se démarque certainement par quelques caractères? Alors, comment définiriez-vous cette action du Québec à l'étranger, dans les pays, dans les États où vous intervenez? Madame Beauchamp, à Paris, l'UNESCO, c'est évidemment un peu différent, là? Oui, mais quand même, je pense que si on veut parler de la marque de commerce de la diplomatie québécoise, à mes yeux, à moi, à partir de ma courte expérience là, d'environ 1 an et demi à Paris, à mes yeux, à moi, il y a 3 mots-clés. Je pense qu'on est le Québec, les Québécois, nous sommes reconnus pour notre sens de l'innovation. Et ça, je pense qu'il est important d'insister là-dessus. Lorsqu'on fait affaire avec des gens à l'étranger, ils sont vraiment fascinés par certains modèles québécois, par notre capacité d'innover. C'est vrai du point de vue des politiques publiques et c'est vrai, bien sûr, du point de vue économique de nos entreprises ou du point de vue du milieu culturel ou scientifique. Donc, je crois que ça, c'est une marque de commerce, notre sens de l'innovation. Et ensuite, les 2 autres mots, c'est aussi notre simplicité. Pourquoi c'est rare en diplomatie? Par rapport à la diplomatie de d'autres pays, ah, oui. et je n'ai pas nommé la France, là, mais par rapport à la diplomatie de d'autres pays, je pense qu'on est vu comme ayant un côté très pragmatique, très accessible, une simplicité, et qui est accompagné d'une grande efficacité. Moi, je crois notamment que notre fonction publique québécoise est vue comme étant très efficace, fiable. Autrement dit, faire affaire avec des Québécois, que ce soit du point de vue gouvernemental ou du point de vue des entreprises, du point de vue culturel, ça marche. On est capable de livrer. Et selon moi, donc, l'innovation, la simplicité, l'efficacité sont peut-être 3 mots-clés qui caractérisent la diplomatie québécoise et le Québec aux yeux des étrangers. Voilà. Jean-François, je vous voyais opiner. Là. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, tout à fait. L'aspect innovation, en tout cas. D'abord, pourquoi c'est moins connu? Moi, j'ai fait du journalisme international, puis je disais tout le temps, en fait, c'est une phrase que je retenais de mes collègues américains une fois, à CBS, on m'avait dit ça. Plus c'est loin, plus c'est froid, hein, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui se passe et tout ça. Mais moi, quand j'ai été nommé, entre autres, je peux vous dire que j'ai entendu à un moment donné un homme d'affaires québécois qui parlait à la radio et qui disait à quel point il avait reçu des services, ça me fait penser à ce que vous disiez sur la simplicité, des services des bureaux du Québec en Chine et qu'il avait aidé vraiment à décoller littéralement. Et je pense que moi, si j'ai voulu faire ce nouveau métier-là pour moi, c'est parce que je suis obsédé par une chose, c'est augmenter la richesse collective du Québec. Et je ne peux pas penser qu'on le fasse autrement qu'en étant beaucoup plus présent là où il y a de la croissance dans le monde. Et nous avons énormément de choses à offrir. Vous parliez de la fonction publique québécoise. Moi, je vous dirais les entreprises québécoises. Depuis que je suis en Chine, d'abord, on a vu aujourd'hui, on a suivi plus d'entreprises jusqu'à aujourd'hui qu'on l'a fait en 2015. Donc, on a un résultat absolument extraordinaire. Les gens viennent. Je les encourage beaucoup. Et ce que je découvre qui est fascinant, c'est la compétence de ces gens-là, les idées qu'ils ont et la capacité qu'ils ont même de les vendre par leur bagou et tout ça. Et je pense qu'il y a énormément à faire et de plus en plus à travers notre réseau. Le Mexique, M. Mercier, c'est quand même moins loin, plus chaud à première vue que la Chine. Effectivement, vous pouvez le constater par mon visage, un peu plus bronzé. Muy buenas tardes, bonjour, ça fait plaisir d'être ici. Pour enchérir un peu, sans répéter les propos de mes collègues, je vous dirais que la marque de commerce au Mexique, c'est l'accompagnement personnalisé. Alors, c'est-à-dire que dans chacune de nos délégations, représentations, notre force, c'est de pouvoir accompagner nos entreprises québécoises, mais d'une façon très particulière, très spécialisée, et même nos artistes dans le domaine de l'éducation et en ce qui me concerne l'immigration. Mais outre la connaissance du milieu, de la langue, c'est de connaître les mœurs et cultures d'un pays. Et ça fait la différence. C'est-à-dire,
Bien des gens viennent au Mexique, des entrepreneurs québécois et autres artistes. Je parle espagnol. Oui, c'est une chose, mais connaître la culture et les mœurs, ça, c'est autre chose. Et notre accompagnement personnalisé s'inspire justement de notre connaissance du milieu et des mœurs et cultures. Mais comment êtes-vous perçu quand vous arrivez sur un terrain comme celui-là? C'est assez récent pour vous au Mexique. Quelle est la perception que les Mexicains, auxquels vos partenaires là-bas sur le terrain, quelle perception ont-ils, avaient-ils en tout cas du Québec? Écoutez, pour la première fois, à titre de premier conseiller, je suis arrivé en 2009. Mais la perception des Mexicains, d'abord, je dois vous avouer que le Mexique a une relation privilégiée avec le gouvernement fédéral mexicain. Nous avons un accord de coopération depuis 1982 via un mécanisme qui s'appelle le GTQM, le Groupe de travail Québec-Mexique. Et ça nous permet justement d'avoir ce lien direct avec le gouvernement fédéral. Et ça nous donne un avantage certain. La perception, pour répondre à votre question plus particulière, elle est très bonne, en ce sens que nous avons réussi à développer depuis plus de 35 ans, 36 ans plus exactement, des relations directes même avec les États ou municipalités. Donc, nous avons des accords de coopération avec 3 États prioritaires. Et il y avait la Ville de Mexico? Et il y a la Ville de Mexico, d'une certaine façon, avec d'autres accords qui ont été signés au niveau de l'environnement, du développement durable, lors de la dernière visite du premier ministre. Alors, nous avons ces relations directes, sans passer nécessairement par l'ambassade du Canada, en tout respect. Mais voilà, donc c'est ce qui fait le Mexique, ou du moins la relation Québec-Mexique différente. Et la relation Québec-Chine? Ben d'abord... Parce qu'on dit souvent qu'on a de la difficulté à lire les Chinois, à lire en général quand on y va comme touriste. Ben, les Chinois connaissent le Québec. Alors, comment êtes-vous perçu comme Québécois? Ils le connaissent depuis longtemps, puis même les enfants l'apprennent tous les jours à l'école. Mais j'essaie de les convaincre de plus en plus que le docteur Béthune n'est pas seulement canadien, mais qu'ils savent qu'il vient de Montréal, qu'il a pratiqué beaucoup à Montréal. Mais c'est le premier c'est un communiste. C'est le premier Québécois qu'ils ont connu, en fait, puis qui demeure un modèle extraordinaire. Mais il faut dire que le Québec, d'abord, René Lévesque, 1984, 32 ans de relations extrêmement serrées, une entente en éducation qui date de même avant ça, une relation extrêmement privilégiée entre le Québec, et ça, on est la seule province au Canada à avoir ça, et une des grandes cités-États de Chine, c'est-à-dire Shanghai. Ensuite, une relation privilégiée avec une petite province chinoise de près de 100 millions d'habitants, la province du Shandong, une province en montée. Donc, le Québec, graduellement, à travers tous ces efforts-là, la ville de Montréal, un jumelage avec Shanghai aussi, la ville de Québec avec la ville de Xi'an, une grande ville chinoise. Le Québec a fait des pas en Chine très importants. Certains le datent même de l'époque des missionnaires catholiques, parce qu'il y en a eu aussi. Donc, on n'est pas des néophytes, on a fait beaucoup d'expériences. Je parlais du monde des affaires tout à l'heure. Les entreprises en ont fait des expériences. Beaucoup de négatives au début, c'était l'aventure. On va y revenir aux aspects économiques de ces transactions. Mais cela dit, on a une tradition, puis les Chinois le savent. Québec, c'est très important en Chine. Donc, une perception généralement positive, souvent appuyée sur une trentaine d'années, une quarantaine d'années de contacts assez directs. Mais qu'est-ce que ça donne, cette notoriété du Québec pour les citoyens québécois ici? Quel est l'impact de cette notoriété du Québec, de l'action du Québec à l'étranger, sur les gens du Québec? Et pas uniquement l'impact économique, l'impact culturel. Qu'est-ce que vous constatez pour l'UNESCO, Mme Beauchamp? Moi, à partir de la perspective de l'UNESCO, je pense que pour les Québécois, il faut premièrement réaliser qu'il y a une forte présence de l'UNESCO sur le territoire québécois. Et dans ce sens-là, il y a déjà une relation entre l'UNESCO et le Québec. Mais est-ce qu'il y a des retombées directes pour les artistes, par exemple? Bien, je peux vous donner vraiment des exemples. Premièrement, ici même, la Ville de Québec, par son arrondissement historique du Vieux-Québec, fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. Il y a des retombées directes de cette appartenance, de cette reconnaissance internationale de l'UNESCO. Notamment, ça a des impacts touristiques vraiment importants parce que faire partie de ce patrimoine mondial de l'humanité, c'est une marque de commerce très forte et c'est une forte attraction de touristes. Un autre exemple,
J'étais, par exemple, en tournée la semaine passée en Gaspésie. J'étais au cégep Gaspésie-les-Îles, qui avait un visiteur provenant d'un grand institut de l'UNESCO basé à Berlin, spécialisé dans la formation professionnelle et technique, et qui est venu voir l'expertise de ce cégep par ses centres de transfert technologique, notamment en développement durable. Et ça, c'est le fort intérêt de l'UNESCO à dire, vous avez là un modèle, quand je vous disais notre sens de l'innovation un peu plus tôt, vous avez là un modèle incroyable, ces centres de transfert technologique, ça nous intéresse. Mais le vrai impact de ça, c'est une expérience formidable pour les professeurs, pour les étudiants de ce cégep, à pouvoir participer à des projets internationaux de coopération, par exemple, comme le cégep Gaspésie-les-Îles en a déjà au Sénégal, à Sainte-Lucie, et j'en passe. Je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples. Il y a des chaires UNESCO dans les universités du Québec. Et ça permet à des chercheurs, des scientifiques québécois d'avoir là encore une carte de visite très puissante et de pouvoir établir des partenariats de recherche avec d'autres chercheurs dans des réseaux scientifiques du monde entier. On a des réserves de la biosphère UNESCO sur notre territoire également, qui permet aussi des expériences en recherche. Par exemple, le Mont Saint-Hilaire en est un dans la région de Montréal, ou encore il y a une grande réserve de la biodiversité à Manicouagan-Wapishka, où ils ont établi des liens formidables avec les communautés autochtones sur ce territoire-là. Mais donc, je vous parle déjà de ce qui se passe comme retombée ici même au Québec, mais à l'UNESCO, à Paris, il y a aussi des retombées intéressantes pour les Québécois, parce que notamment, le monde culturel peut venir à l'UNESCO, nos scientifiques peuvent aller chercher un rayonnement à l'UNESCO en s'impliquant. Nous accueillons des stagiaires québécois à l'UNESCO qui sont formidables. Et en fait, moi, j'insiste pour présenter aussi l'UNESCO comme étant vraiment un hub d'innovation. C'est pas seulement des conventions, puis des conseils exécutifs et des conférences générales. C'est vraiment un lieu d'innovation. Et je vous disais tantôt, pour moi, les Québécois sont reconnus comme des gens pouvant proposer beaucoup d'innovations, différents modèles d'innovation sociale. Et on est les bienvenus à l'UNESCO, on est respectés à l'UNESCO. Et l'UNESCO se déploie ici parce qu'ils disent « on a besoin de vous ». Moi, c'est ça le signal que je reçois de Paris, c'est « on a besoin des Québécois, on a besoin de vous ». Oui. Est-ce que les Mexicains vous disent la même chose? Si je repose la même question, M. Mercier, les retombées assez directes pour les citoyens québécois de la présence québécoise au Mexique, est-ce que ça pourrait se manifester? Effectivement, après 36 ans de présence au Mexique, nous avons, pour votre information, plus de 600 entreprises québécoises qui font des affaires à Mexico, au Mexique. Alors, qu'ils aient un siège social, un satellite, qu'ils soient en transit, ou sinon qu'ils aient de grandes industries, comme Bombardier, par exemple, ou BRP, etc. Nous avons de ces entreprises qui se sont illustrées. Et ça, les Mexicains en sont fort conscients de l'apport que nous apportons au niveau économique, au niveau culturel, par exemple, via nos 3 accords de coopération dont je parlais tout à l'heure. Nous avons des artistes, plus de 150 artistes, 130 quelques artistes qui viennent au Mexique. Artistes québécois qui s'illustrent notamment au niveau international, mais qui en même temps passent par Los Cabos, le festival de Los Cabos du film, les Jean-Marc Vallée, Xavier Dolan, etc. Donc, à ce niveau, les Mexicains reconnaissent l'expertise, la qualité de nos artistes, de nos entreprises. Au niveau de l'éducation, c'est la même chose. J'ai inauguré, il n'y a pas très longtemps, la chaire d'études Québec-Mexique, Université de Sherbrooke. Sur le Québec contemporain, au Nouveau-Léon. On a une autre chaire d'études à l'Université autonome de Mexico, en partenariat avec l'Université de Montréal. Est-ce que les études québécoises sont en hausse au Mexique parmi tout à fait. plus généralement d'Amérique latine? Oui. C'est justement d'attirer davantage d'étudiants québécois, mais en même temps, de revers, d'attirer des étudiants mexicains par la mobilité étudiante. Et est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on reçoit davantage d'étudiants mexicains ici? Ça fonctionne via le mécanisme dont je vous parlais, le GTQM, Groupe de travail Québec-Mexique. Alors, pour nous, c'est un signe qui a cette reconnaissance de l'expertise québécoise à tous les niveaux. Culture, éducation et économie. Oui. Donc, les retombées sont économiques, mais aussi culturelles. Et dans le domaine de l'éducation, vous les constatez ici. On pourrait les constater sur le terrain en allant dans nos universités québécoises, par exemple. En culture, écoutez, le Québec a été invité d'honneur à plusieurs festivals au Mexique. La ministre, je me rappelle très bien d'une visite alors qu'elle était ministre de la Culture,
n'est-ce pas? Mais nous avons été invités d'honneur au Festival de Mayo, au Festival Cervantino de Guanajuato. Nous sommes vraiment reconnus comme étant des gens avec une qualité de production, soit cinématographique, sinon artistique, art de la scène, du cirque, évidemment, sans mentionner le Cirque du Soleil, mais qui est très présent, comme vous le savez, au Mexique. Alors, les Mexicains, honnêtement, et même les dirigeants mexicains reconnaissent cette expertise. Oui. Et entre autres, les affinités culturelles qui sont peut-être plus grandes entre le Québec et le Mexique qu'entre le Québec et la Chine. Bien, j'aime bien répéter, et je sais que la ministre également, que nous sommes los latinos del norte, hein? Nous sommes les latinos du Nord. Donc, oui, il y a cette proximité parce que nous sommes latins d'abord et avant tout. Lorsque je vous parlais que c'est non seulement une question de langue, c'est une question de bien se connaître. Je vous donne un exemple. Avant même de signer un accord de coopération, il faut d'abord se connaître. Hein? Les Mexicains sont très chaleureux. C'est un peuple chaleureux, très familial. Et avant même de mettre une signature, il faut se connaître. C'est d'abord une question culturelle. Et à partir une question de de respect aussi. Le respect, et de confiance, surtout la confiance. Et ensuite, on signera l'accord de coopération. Voilà, je reviens à la Chine parce que vous parliez tout à l'heure, et je sais que c'est très important pour vous que le Québec soit présent dans des pays en croissance. La Chine, évidemment, a vu sa croissance phénoménale de 9% diminuer un peu ces dernières années. Il y a des défis importants. L'économie est toujours extrêmement contrôlée. Ça a été difficile dans le passé pour des entreprises québécoises de percer. Est-ce que c'est toujours aussi intéressant? Est-ce que ça va le redevenir? Est-ce que ça l'est concrètement? Là? Plus les Chinois s'ouvrent à l'étranger, plus les règles internes en Chine deviennent plus transparentes. S'adoucissent un peu? S'adoucissent, plus il y aura de la réciprocité dans le domaine des transactions. Mais ce qu'il faut imaginer, surtout, c'est cette volonté, parce que vous parlez de croissance. Une économie d'un milliard, un peuple d'1 milliard 400 millions d'habitants qui a une croissance de 6 par année. C'est quand même C'est l'équivalent d'une Arabie saoudite chaque année. C'est un bon marché. C'est quand même un marché en expansion pour nous. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'il y a en Chine une classe moyenne qui est à peu près l'équivalent d'à peu près 400 millions d'individus, qui est en croissance extrêmement rapide. On dit que d'ici 2020, c'est 600 millions d'individus qui veulent quoi? Éducation de pointe, des produits de qualité mondiale, des échanges culturels, du contenu. Moi, j'ai vu, depuis que je suis arrivé, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un groupe culturel québécois dans tous les domaines qui ne viennent en Chine ces temps-ci, parce qu'ils sont invités par les Chinois, qui ont besoin de contenu. Les théâtres se construisent à une vitesse complètement folle. C'est le divertissement, la montée du divertissement. C'est une compagnie québécoise aujourd'hui qui bâtit 4 des 12 scènes du Grand Parc Disney qui vient d'ouvrir à Shanghai. On est dans toutes sortes de ces domaines-là. Vous parliez du cégep de Gaspé, c'est très amusant. Je suis allé à une exposition pour les parents, hein, parce que l'obsession de l'éducation en Chine, il n'y a pas assez de place. Ils ont de l'argent. Le Canada, le Québec représentent pour eux quelque chose d'extraordinaire. Le cégep de Gaspé partageait un kiosque avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le cégep... Eh bien, j'ai appris. C'est comme ça qu'on découvre les Québécois à l'étranger. Ils sont là parce que le cégep de Gaspé, pour raison X, a le droit d'avoir des classes en anglais à Montréal. Puis ils font un amalgame avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois, qui elle-même a un programme d'accueil de Chinois du niveau secondaire. Puis ils font un programme commun qu'ils vendent aux Chinois. Et ça a un succès extraordinaire. Alors ça en est, il y en a des initiatives comme ça pour ceux qui veulent en profiter. Je vous le dis, venez en profiter. C'est pas facile, hein? Oui. C'est jamais facile aller à l'étranger. C'est plus facile peut-être aux États-Unis pour des raisons culturelles ou en France. Mais il y a des choses à faire, pourvu qu'on accepte de faire l'effort de le faire. Oui. Et ça peut vouloir dire... quel rôle vous jouez là-dedans? C'est-à-dire, quel rôle le Bureau du Québec? Je comprends que c'est un rôle d'intermédiaire, mais quelle influence réelle avez-vous en vue d'une transaction qui va se concrétiser? Très intéressant. Alors, premièrement, moi, disons, je vous donne un exemple très concret. La compagnie Louis Garneau vend pour à peu près $1,5 million par année en Chine. M. Garneau m'appelle puis me dit, on veut s'ouvrir davantage. On pense que le marché est prêt. Moi, j'ai dit, M. Garneau, vous ne pouvez pas arriver au meilleur moment. Parce que les Chinois s'en vont dans le sport comme jamais. Hein? Il y a un problème d'obésité en Chine. Il y a un problème d'oisiveté. Les enfants sont trop devant leurs écrans, les parents obsédés par les résultats scolaires et tout ça. Donc, il y a une soif de sport. Là. Et je leur ai dit, on va vous aider
à entrer sur le marché, à voir où sont, parce qu'il y a de plus en plus de clubs de vélo, de compétitions de vélo qui s'installent en Chine et tout ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On connaît, je ne parle pas de moi, j'arrive, mais mes équipes connaissent les marchés, peuvent dire aux gens comment enregistrer sans peu de frais leur marque en Chine, ce qui est très important, comment identifier des marchés. Vous savez qu'on offre gratuitement aux entreprises québécoises. Je parle de la Chine, je ne sais pas comment ça se passe, mais nous, on a un logiciel auquel on est abonné qui nous permet de déterminer, de faire ce qu'on appelle du due diligence pour des entreprises québécoises qui veulent s'associer à un partenaire chinois. Et c'est une analyse extrêmement détaillée. Une voie plus rapide, là, un accès direct et tout ça. Pour identifier le partenaire, savoir s'il répond à des normes de fiabilité intéressantes avant de se lancer. Bref, on les accompagne. Oui. On fait de l'accompagnement avec une tradition qui remonte à 1998 et à travers laquelle on a appris beaucoup de choses. Oui, oui. Notre taux de succès Je reprends l'exemple de Garneau. Garneau, déjà depuis des années, fait fabriquer des pièces de ces vélos en Chine. Tout à fait. Mais vendre déjà sur le marché du détail, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais est-ce qu'une entreprise qui vous approcherait maintenant en divertissement, par exemple en multimédia, je pense à Olivier Dufourant, grand producteur, concepteur de Québec, vous approche pour développer des projets en Chine. Là, est-ce que vous pourriez vraiment l'aider? Vous avez déjà des réseaux dans Oui, cette parce type? qu'on a, par exemple, établi des relations avec les grands groupes qui ont des grands groupes comme Wanda, comme Shandy et tout ça, qui sont des grands producteurs de spectacles et de contenu, qui cherchent du contenu, mais qui ont des théâtres, qui ont vraiment des infrastructures à développer. Et nous, c'est notre grand génie de mettre du contenu et de la créativité. Et ils sont à la recherche de ça pour l'instant. Oui. Est-ce qu'au Mexique, M. Mercier, vous avez le même genre de... C'est peut-être pas un privilège, mais est-ce que les gouvernements, ou provinciaux ou fédéraux, vous aident à aller plus rapidement pour établir des contacts comme ça, faciliter les contacts entre entreprises québécoises et entreprises importatrices, par exemple, mexicaines? Oui, tout à fait. Le ministère, par exemple, du Développement économique, le MESI, nous aide énormément ici à Québec, mais en même temps, une des forces de la Délégation générale du Québec à Mexico, c'est que depuis 36 ans, nous avons vraiment un réseau de contacts privilégié. Et trois choses l'une. Évidemment, le travail d'un délégué général, c'est de s'assurer de perpétuer justement ce réseau de contacts. C'est ce que j'ai fait dès ma prise de poste. Mais en même temps, pour votre information, je suis vice-président également de la CANCHAM, la Chambre de commerce Québec-Mexico, ce qui me permet d'élargir mon réseau de contacts justement à Mexico, évidemment avec les plus grandes entreprises canadiennes ou québécoises et également mexicaines qui siègent sur le conseil d'administration. Et de façon plus personnelle, parce que mon épouse, et là évidemment je me révèle, mais mon épouse aime bien les sciences politiques et la diplomatie. Elle est maintenant secrétaire générale de l'Association des conjoints-conjointes de diplomates. Alors ça m'ouvre... C'est très influent, ça. Ça, c'est très influent, effectivement. Très, très fort. Le pouvoir des conjoints ou conjointes. Mais effectivement, ça a ouvert tout un monde pour moi. C'est-à-dire que nous avions un réseau correct de connaissances d'ambassadeurs étrangers. Mais maintenant, je dois vous avouer que lorsque j'invite à la maison de façon plus personnelle, lors de barbecue, j'ai beaucoup d'ambassadeurs. Mais imaginez-vous, je suis capable d'attirer 15, 20, 30 ambassadeurs chez moi de façon personnelle, mais en même temps, ça élargit de façon incommensurable notre réseau de contacts. Et ça, les Mexicains en sont très reconnaissants, ils le savent. Donc, les autorités, ce qu'on appelle le SRE, le Service des relations extérieures du Mexique, en est fort conscient parce que je les invite évidemment d'Alois, mais voilà. Donc ça, c'est une force pour nous au Mexique. Et ça aide assez directement, éventuellement, les entreprises québécoises ou des artistes ou des projets, toutes sortes d'auteurs de projets québécois. Nos relations directes avec les autorités mexicaines, soit fédérales, municipales ou sinon estatales. Et souvent, ils nous reviennent, ils nous disent « Monsieur Mercier », ou sinon mes équipes, et ils vont dire « Ouais, finalement, une chance qu'on est allé vous voir avant. » Moi, ce que j'aime moins, c'est lorsque les entreprises ou certains artistes ou autres disent « J'aurais donc dû. J'aurais donc dû aller vous voir avant la délégation Pourquoi générale. » n'ont-ils pas fait?
Est-ce que vos rôles sont assez connus de tous les gens qui pourraient, ici au Québec, faire appel à vous pour exporter, par exemple, au Mexique ou en Chine? Lorsque je vous parlais de l'espagnol, ils disent, bon, je vais aller au Mexique, je parle espagnol. Oui, mais comme je vous le disais d'entrée de jeu, c'est de connaître la culture et les mœurs du pays. Oui, mais c'est aussi le défi de faire connaître vos services. Je pense que c'est de faire connaître, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais en même temps, le Mexique a quelque chose de particulier, comme bien d'autres nations, c'est que dans chacun des États, et le gouvernement fédéral n'a pas nécessairement de permanence au niveau du fonctionnariat, de la fonction publique. Donc, le travail est à faire pour chacun des États? À peu près, oui. C'est-à-dire au gré des campagnes électorales, et justement, il y en a eu ce dimanche. On doit toujours se réadapter. C'est d'où l'importance d'avoir ce contact politique et diplomatique aussitôt qu'un gouvernement est élu dans un État ou dans une municipalité. Mais je veux juste ajouter un petit détail, parce que j'ai entendu Éric dire nos équipes, puis j'ai dit la même chose. C'est une gaffe qu'on fait, là, parce qu'on vous donne l'impression qu'on a beaucoup de monde. Je peux vous dire qu'en Chine, il y a 18 personnes réparties dans 2, bientôt 3 bureaux. Alors, c'est le à peu troisième près bureau, c'est à quel endroit? Qingdao, qui est une ville de la province du Shandong avec laquelle on a une entente. Parfait. Donc, c'est pas des hordes, là, mais on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, et puis on est vraiment productif. Monsieur Mercier, vous êtes là depuis plus longtemps. Combien de personnel, combien de gens avez-vous dans votre équipe? J'ai une douzaine de personnes. Une quinzaine avec des stagiaires, évidemment, que j'accueille favorablement. Et ça inclut les employés locaux? Oui. Oui, tout à fait. Bien sûr. Non, c'est pas énorme. J'ai 2 Québécois. Si vous voyez la productivité de ça, c'est vraiment impressionnant. Et les employés locaux, ce qu'on appelle, nous, les ERL, employés recrutés localement, sont vraiment dédiés. Honnêtement, ils ont la passion du Québec. Ils apprennent. J'ai célébré 25 ans, 25e anniversaire pour un employé du service économique. Ils sont vraiment passionnés pour le Québec. Et ce sont de bons... Je dois vous avouer, honnêtement, ce sont de bons vendeurs. Ce sont nos cartes d'affaires. Et ces gens-là se dédient. Ils ne comptent pas les heures entre vous et moi. Et ils parlent du Québec comme s'ils étaient nés au Québec. Ils disent nous. Alors ils disent nous. Oui. C'est ça, exactement. Ça, on l'apprécie beaucoup de nos employés. Madame Beauchamp, à Paris, vous avez une équipe plus importante ou comment ça se... Elle s'en va vers une grande équipe. Oui, elle s'en va. On sait bien, Paris, c'est le navire amiral de la diplomatie québécoise. Mais à l'UNESCO, vous disposez d'une équipe quand même. Et Michel Audet, qui est ici, je soulignais, Michel Audet était le premier représentant du Québec à Paris. C'est lui qui a monté cette collaboration que nous avons avec la délégation canadienne. Mais à l'UNESCO, le représentant du Québec a une adjointe très précieuse. Et ensuite, on travaille étroitement avec l'ensemble de la délégation du Canada, qui compte aussi seulement quelques personnes. Ça se passe bien? Mais en fait, la vraie chose à souligner après, c'est que on se déploie sur différents territoires ou, par exemple, dans une organisation multilatérale comme l'UNESCO ou encore la francophonie, mais on travaille étroitement ensuite avec l'équipe du ministère des Relations internationales ici au Québec. Donc, moi, par exemple, oui, je suis à Paris avec une adjointe pour l'UNESCO, mais je compte sur... franchement aussi, une formidable équipe qui est ici à Québec, qui forme le pupitre UNESCO et avec qui dont je bénéficie de leur soutien. Donc, ça demeure efficace. Honnêtement, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. Toutes les opportunités, on ne peut pas toutes les saisir, mais on réussit quand même à accomplir un bon boulot. Et surtout, je dirais, le plus important, c'est d'amener ce que moi j'appelle un peu l'information chaude. C'est-à-dire, il y a un ensemble de Québécois qui sont tout à fait capables de se déployer à l'étranger, puis ils vont aller sur les sites Internet, puis ils vont établir des contacts, puis ils vont trouver une foule d'informations. Je pense qu'on essaie de décrire, c'est ce que moi j'aime bien, il y a l'information froide, l'Internet et tout ça, puis il y a l'information chaude, qui, elle, ne passe que par le contact humain, par le fait que nous sommes en mesure de présenter les bonnes personnes ou de parler aux bonnes personnes. C'est ça le travail beaucoup, je pense, de nos représentations à l'étranger. C'est cette information que je dis chaude, mais parce qu'elle est basée sur la relation humaine. Et la valeur ajoutée réelle, c'est celle-là. Et dans ce sens-là, donc, même avec une toute petite équipe à l'UNESCO, on est capable d'établir les bons contacts avec le bon personnel de l'UNESCO, puis leur présenter ces Québécois qui ont toutes sortes de propositions à leur faire. Voilà. J'aimerais ajouter, si vous me le permettez, la diplomatie numérique également. Ce qu'on a, je vous dirais, dès ma prise de poste, j'ai exigé à ce qu'on soit davantage sur Facebook, Twitter, etc. Lorsque vous parliez de connaissance de la délégation générale ou du réseau, pour moi, c'était une priorité. Dès ma prise de poste, c'était d'augmenter maintenant de 500 ou 600 %
On est parti presque de zéro, mais justement, le nombre de followers, si vous me permettez l'expression, de gens qui aiment le site de la délégation générale ou même mon site personnel à moi, Twitter. Donc, pour moi, c'est une autre façon aussi d'aller rejoindre davantage de Mexicains et de Québécois. Et vous seriez surpris du nombre de commentaires, évidemment, plus souvent qu'autrement positifs, mais c'est une nouvelle façon pour nous d'aller rejoindre un nouveau public. D'établir un lien constant. Établir un lien constant, oui, avec des gens aussi, des étudiants, des gens qui veulent venir étudier au Mexique, ou sinon qui veulent aller au Québec. Et ça, c'est un moyen, je vous dirais, gagnant, la diplomatie numérique en ce qui me concerne. Jean-François, en Chine? La censure chinoise existe. Alors, évidemment, Twitter, Facebook, sur place, c'est très limité. Maintenant, on a d'autres moyens plus complexes et puis ça demande plus d'énergie. On n'a pas encore trouvé le moyen de le faire de façon plus systématique. On a des petites propositions budgétaires à faire à Mme la ministre là-dessus. Mais c'est plus complexe. Qui détourne les yeux discrètement. Mais on est très présent, par exemple, par le biais du site de l'ambassade canadienne, le site Weibo. Weibo est un site ça évolue très vite aussi en Chine, qui est en train de diminuer, mais qui a quand même, où le Canada a 1 million et quelques de followers, comme on dit. De suiveux. Et donc, on s'inscrit là-dedans, mais là, on voudrait avoir une présence distinctive. Et ça prend des effectifs et un peu d'argent, malheureusement. Un mot sur Cuba, M. Mercier. C'est tout nouveau, donc, depuis février. Évidemment, tous les Québécois, à peu près, sont allés comme touristes à Cuba depuis 30 ans ou 40 ans. Oui. Qu'est-ce que ça va changer que vous y soyez comme représentant? Qu'est-ce que ça va faire, entre autres, pour les entreprises, là aussi, entre autres, les entreprises? Tout à fait, oui. D'abord, je dois remettre le mérite à la ministre avec qui que j'accompagnais en novembre dernier, d'avoir ouvert les portes au niveau politique et diplomatique, ce qui m'a permis à moi de pouvoir retourner à Cuba et vraiment d'explorer davantage de façon plus pointue quelles seraient les opportunités pour le Québec là-bas. Évidemment, il faut penser toujours en termes de partenariat durable. Et c'est ce qu'on tente de faire. Évidemment, vous allez peut-être me poser la question sur l'ouverture d'un bureau, etc. Oui, c'est dans les cartons. Et ça faisait partie de ma dernière mission. J'accompagnais notamment l'Agence universitaire de la francophonie. Et ça m'a donné l'opportunité d'abord de me rapprocher davantage d'universitaires là-bas, en francophonie, avec l'Université de Laval, mais en même temps, de façon parallèle, de voir de quelle façon même l'ambassade du Canada ou le Canada voyait notre présence sur le territoire. Évidemment, nous avons reçu un très bon accueil parce que la ministre avait ouvert cette fenêtre d'opportunité. Mais je dois vous avouer que Cuba est un pays où il y a beaucoup d'opportunités pour nos entreprises, notamment québécoises, nos universités. Écoutez, ça fait 40 ans que les Québécois en tourisme y sont. 50 ans de présence dans l'ambassade du Canada là aussi, là-bas. Il y a déjà une familiarité, familiarité avec la culture, avec les Exactement. Cubains. Je vous parlais des Los Latinos del Norte. Donc, il y a quelque chose, ils ont ce respect. Ils ont le respect aussi de la qualité de nos produits, de notre expertise, de notre savoir-faire. Et c'est ce que, évidemment, ils reconnaissent. Le ministre des Affaires extérieures était avec nous il n'y a pas très longtemps, avec la ministre et le premier ministre, ici en visite. Alors déjà là, au niveau diplomatique et politique, c'est un signe d'ouverture. Et moi-même et la ministre, nous avons eu des rencontres de très haut niveau. Déjà là, lorsque Cuba accepte de nous rencontrer à un niveau très élevé, c'est déjà qu'il y a une ouverture. Une relation directe, donc, qui s'amorce très positivement. Oui, effectivement. Et vous voyez, ce jeudi, déjà, on a équipe Cuba et Capitale ici au stade municipal qui vont... alors, j'invite la population, aussi. Le sport, mais vous voyez, il y a cet engouement, justement, autant de notre côté que pour les Cubains, à connaître davantage le Québec, mais à le faire, évidemment, peut-être via un accord de coopération. On pourra peut-être accueillir aussi plus d'étudiants cubains. C'est très difficile pour eux maintenant. Exactement. Donc, nous sommes dans nos premiers pas, mais je vous dirais que ça avance très bien dans un avenir très rapproché. Merci, M. Mercier. Écoutez, en 30 secondes, une question peut-être un peu plus personnelle, si vous le permettez.
Est-ce que représenter le Québec à l'étranger, pour vous, c'était chacun d'entre vous un vieux rêve, je dirais l'aboutissement idéal d'une carrière vouée au service public? Madame Beauchamp. Chose certaine, c'est un honneur. Je pense que même dans mes rêves les plus fous, j'y avais pas vraiment pensé. Mais pour moi, ça sera toujours un honneur de servir le Québec et les Québécois. Pour moi, c'est un honneur. Du journalisme à la diplomatie, Jean-François Lépine? C'était pas un projet, c'est arrivé comme ça, mais encore une fois, je suis très fier de le faire. Puis je pense qu'on fait beaucoup la différence. Et ça, c'est important. Avec l'aide de nos collègues du ministère, hein, parce que c'est un réseau, hein, on est tous ensemble. Si on n'avait pas de support ici, ça ne fonctionnerait pas. Monsieur Mercier, vous ne regrettez pas le temps où vous étiez député de Charlesbourg? Effectivement. C'était pas vraiment dans mes... Effectivement, merci de me le rappeler. Honnêtement, je rejoins Lynn. C'est un privilège pour moi. Et je me rappelle toujours, lorsque je suis à la délégation générale, lorsque je suis en représentation, que je représente tous les Québécois et toutes les Québécoises. Et ça, pour moi, c'est un honneur, effectivement, de pouvoir le faire. Merci beaucoup à vous trois. Alors, écoutez, on reste là et on espère recevoir maintenant quelques questions de vous, si vous êtes dans la salle. Vous êtes dans la salle, je vous regarde. Alors, je vous invite à vous présenter au micro, mais on va aussi, je l'espère, recevoir des questions qui nous arriveraient par le fil Twitter. Auquel cas, on va me faire signe, on va lire la question à l'écran. Alors, c'est un précédent que cet échange par Twitter. Alors, on verra comment ça se passe. On a copié l'idée au Quai d'Orsay, apparemment. Alors, voilà où il y a déjà cette tradition. Alors, qui veut lancer une première balle à nos trois invités? Je vous en prie, précipitez-vous au micro, puisqu'on a peu de temps. Ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que vous aimeriez savoir de ces trois représentants, donc, du Québec à Paris, déjà et bientôt. Oui, alors une question sur Twitter. Voilà, on voit la question apparaître. Quelle devrait être la place de la sécurité à la frontière et à l'intérieur du pays pour l'action internationale du Québec? Voilà. Alors, quelle devrait être la place de la sécurité à la frontière et à l'intérieur du pays pour l'action internationale du Québec? Vous saisissez la question, Jean-François? Non. Non? Monsieur Mercier, qu'est-ce que ça évoque? Parce que vous avez, Mme Saint-Pierre le disait au tout début, vous avez ce matin, non pas subi, mais eu accès à une formation spéciale en matière de sécurité. Alors, comprenez-vous qu'on parle de sécurité à l'intérieur du Québec ou comment... Est-ce que cet aspect de la sécurité des citoyens, de vos équipes, ça va prendre à ce point-là une plus grande importance pendant les prochaines années? Ben, ça dépend. Comment vous le voyez en Chine? Ça dépend aussi des régions du monde où on est. Disons qu'en Chine, le risque est plus, d'une certaine façon, plus bas dans la mesure où il y a un système de sécurité complètement en dehors de notre contrôle qui est tellement puissant qu'on ne peut pas l'imaginer. Donc, on a l'impression, en tout cas, qu'on est à l'abri de tout ça. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce que, d'abord, on l'a vécu cette année à Paris, à Bruxelles, de façon extrêmement directe. On l'a vécu aussi en Afrique. Et puis, c'est une possibilité, malheureusement. Et c'est mieux vaut être prêt à faire face à tout ça, profiter de nos expériences mutuelles. Et puis, c'est pour ça que Christine Saint-Pierre a voulu qu'on se prête à cet exercice-là. Nous, on en parlait un petit peu en Chine au moment où les événements sont arrivés en Belgique. Dans notre métier en journalisme, on a fait ça. C'est important quand on va à l'étranger. Alors pourquoi entre nous, diplomates, on ne le ferait pas plus systématiquement? Je pense que c'est important de passer. C'est très prudent, au fond. Exactement. C'est le gros bon sens. Évidemment, Paris est ciblé. Ça répond peut-être pas à la question. Tout à fait. On la comprend peut-être mal aussi. Mais Mme Beauchamp, à Paris, évidemment, la ville est ciblée, risque de l'être à nouveau. Est-ce que là, vous allez prendre des mesures supplémentaires? Est-ce que la formation vous invite à le faire? Comment voyez-vous ça? À tout le moins, chose certaine, c'est de s'assurer qu'en termes prévention, s'il faut, en termes préventifs, que toutes les actions soient prises et que si jamais on devait passer en mode action, d'intervention, on soit prêt, puis qu'on soit prêt à communiquer avec l'ensemble des Québécois et des Québécoises qui seraient concernés par une situation exceptionnelle, par exemple, sur nos territoires respectifs. Mais j'ai aussi envie de dire, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je crois que nos représentants à l'étranger peuvent aussi être utiles comme source d'information pour des Québécois et des Québécoises qui voudraient aller à l'étranger, organiser des événements à l'étranger. On est une source d'information pour bien évaluer le risque
dans certains pays ou à certains moments de l'année. Bien sûr, encore là, je parlais qu'on avait parfois de l'information chaude. On est en lien avec les pays. On est aussi en lien, bien sûr, avec nos partenaires du gouvernement fédéral qui ont aussi leur responsabilité en termes de sécurité. Et ça, c'est un autre élément. En tout cas, je pense qu'on peut participer à aider les Québécois et les Québécoises qui sont intéressés à se déployer à l'étranger à bien évaluer les facteurs de risque. Tout à fait. Monsieur Mercier, est-ce que c'est le genre de demande qu'on vous fait? À Mexico, est-ce qu'on s'informe auprès de vous? Parce qu'il y a quand même une criminalité assez importante au Mexique dans certains secteurs à la frontière. Tout à fait, Mme Guénette. Ma situation est quelque peu différente de mes collègues, en ce sens que la réalité actuelle au Mexique est effectivement qu'il y a de la sécurité ou de l'insécurité. Tout dépendamment, évidemment, de l'État visé. Donc, lorsque je vous parlais de la marque de commerce, à l'effet que nous offrons un service personnalisé, un accompagnement personnalisé, par exemple, là, si j'ai une troupe d'artistes qui veut se produire au Mexique, évidemment, ils nous consultent. Nous sommes à même parce qu'évidemment, ça fluctue, tout dépendamment, non pas des saisons, mais presque. Je dois vous avouer qu'on les dirige vers d'autres États plus souvent qu'autrement parce que nous sommes bien alimentés par l'ambassade du Canada, évidemment, qui nous remet des rapports de sécurité, mais des même rapports par nos actualisés, contacts, par exemple, sur l'état des cartels, de la drogue. exactement, ou en fait, et ce qui les se passe entreprises sur le québécoises, terrain. par exemple, qui veulent investir. Et c'est ça. Ce pourquoi je vous rappelais qu'il ne faudrait pas qu'ils nous reviennent avec le « j'aurais donc dû », mais plutôt venir nous voir après ma barre. C'est justement pour bien les guider, bien les aviser et dire, écoutez, au lieu d'aller dans tel État, vous devriez privilégier nos États prioritaires, par exemple. Si vous voulez, je sais pas, aller à Tijuana, c'est une chose. Si vous êtes à Juárez, c'est autre chose, bien qu'on ait BRP qui est là-bas. Mais voilà, c'est notre rôle conseil, justement, de pouvoir les guider avec l'information que nous avons, notre expérience depuis des années, et sur le pouls instantané, c'est-à-dire sur le moment instantané. Et ça fluctue. Ça fluctue beaucoup. Donc, vous avez vraiment un rôle, dans ces termes de sécurité, complémentaire au rôle joué par les ambassades canadiennes dans les mêmes pays. Forcément, vous devez collaborer là, sur ces questions de sécurité. Sur ces questions de sécurité, tout à fait. Les affaires consulaires, etc. Oui. Mais par ailleurs, le regard étranger sur le Québec, nous sommes vus comme un lieu sécuritaire. Ça, je pense que c'est important aussi de le souligner en termes d'attraction d'investissements étrangers. Est-ce que ça joue parfois? Avez-vous l'impression que c'est un facteur qui joue, le fait que le Québec soit vu comme et le Canada en général, comme un... Oui, moi, je crois que c'est important. Et là, je ne veux pas aller doubler mon collègue Jean-François par rapport à la Chine, mais moi, j'ai un souvenir comme ministre de l'Éducation du Québec, en 2011, j'ai eu la chance d'aller faire une mission en Chine avec le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada. Et le Québec, le Canada, mais le Québec est une terre d'attraction d'étudiants chinois, et notamment parce que pour les familles chinoises, le facteur de la sécurité du pays où vont aller étudier leurs jeunes, leurs enfants, était très important. Donc, on était en ligne avec, bien sûr, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et chez nous. Et notamment parce que le facteur de la sécurité est un élément décisif dans la décision des familles chinoises d'investir des dizaines de milliers de dollars pour envoyer leurs enfants étudier dans un autre pays. Mais donc, en plus, ça leur coûte quand même moins cher qu'aux États-Unis. Alors, autre avantage concurrentiel. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Encore une fois, c'est un système d'éducation que nous, on critique souvent, mais qui est perçu, entre autres, en Chine comme un système d'éducation de grande qualité, doublé du fait que par rapport à bien d'autres, il n'est pas cher. Alors ça, on a un avantage extraordinaire. Notre problématique, peut-être, face à ce phénomène-là, c'est la capacité du ministère de l'Éducation du Québec, qui ne le fait pas beaucoup, de réunir les forces vives du Québec pour avoir une meilleure stratégie en Chine pour aller les chercher. Ah, le message est lancé. Est-ce qu'il y a des collègues du ministère de l'Éducation parmi nous? Alors voilà, c'est une autre mission pour vous, Jean-François Lépine. Alors oui, une question là-bas. Je vous en prie, monsieur. Vous êtes monsieur? Bruno Sarah-Bournet, du ministère de la Culture. J'ai une question à l'attention de monsieur Lépine. Je me demandais si, de votre point de vue, malgré l'historique de nos relations, la diversité de nos relations avec la Chine, on a quand même dans divers secteurs depuis une quarantaine d'années, par votre expérience,
malgré, avec l'ascension de la Chine comme puissance politique, économique aujourd'hui, est-ce qu'il est, à vos yeux, plus difficile pour le Québec de faire sa place, d'atteindre les plus hauts niveaux de représentation politique, les dirigeants? Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une différence par rapport à ce que vous avez connu? OK, alors ça, c'est un point important. Par rapport à l'accès au niveau politique. Pour tout le monde, actuellement, sur la planète, c'est une concurrence foudroyante pour attirer l'attention du gouvernement central chinois. Pourquoi? Parce que quand René Lévesque, en 1984, a réussi à passer 1 heure, et j'étais là, je tournais cette scène-là, avec mon caméraman, avec Zhao Ziyang, qui était le premier ministre de l'époque, il y avait beaucoup moins de pays dans le monde qui voulaient avoir l'attention de la Chine. Aujourd'hui, tout le monde, les grandes multinationales qui ont souvent plus d'entrées au gouvernement que bien des pays, hein. Par exemple, Bombardier. Bombardier a un accès au gouvernement central chinois qui est souvent 1000 fois l'accès que nous, le Québec, nous pouvons avoir seuls. Pourquoi? Parce que la concurrence est énorme. Alors, il faut imaginer d'autres scénarios pour se différencier. Il ne faut peut-être pas être obsédé par l'idée d'avoir un ministre du gouvernement central, mais entrer par d'autres canaux. La ville de Shanghai avec laquelle on a un partenariat, la province du Shandong. Il y a d'autres façons maintenant d'entrer en Chine qui sont probablement même plus efficaces qu'avant. Parce que quand on réussit à rencontrer un ministre, c'était bien pour nous de dire qu'on avait rencontré un ministre. Mais qu'est-ce que ça donnait pratiquement? Alors que si on a une association, si M. Couillard rencontre directement le gouverneur du Shandong et discute avec lui de choses vraiment concrètes, les deux ont un intérêt à ce qu'il y ait des choses qui se passent. Et c'est là qu'on peut se distinguer, à mon avis. Il y a de nouvelles façons d'entrer dans un immense pays comme celui-là. Comme en Inde, il y a probablement la même problématique, je la connais moins. La Chine est un pays divisé en régions qui sont très autonomes, contrairement à ce qu'on pense. Et on ne peut plus penser à dire on va aller au gouvernement central pour on aura un rayonnement partout en Chine. Il faut trouver nos voies d'accès. Moi, c'est ça que j'essaie de convaincre les Québécois de faire. J'essaie de convaincre le maire Labaume d'exploiter sa relation avec la ville de Xi'an, qui est une grande ville de 8-9 millions d'habitants extrêmement dynamique, pour permettre à des entreprises québécoises d'avoir un accès privilégié dans ce pays. Est-ce que vous pouvez oser aborder la question des droits de la personne quand vous parlez avec des Chinois? C'est un devoir, en fait, moi je le perçois comme ça, de l'aborder. Il y a toutes sortes de façons de l'aborder sans choquer nos interlocuteurs chinois. Sans avoir de réponse comme celle donnée par le ministre des Affaires étrangères. Puis il y a une façon de le faire. C'est le rôle de cette fille-là de poser cette question-là. Certains, il y a tout un débat, vous le savez, au Canada anglais. M. Dion aurait peut-être dû dire quelque chose à ce moment-là. Aurait-il dû ou non appuyer cette journaliste? Mais ça fait partie de notre culture, de permettre à notre presse d'être libre et tout ça. Et de la même façon, nous, on a, je pense, un devoir de communiquer aux autorités chinoises à toutes sortes de niveaux nos préoccupations en ce qui a trait à la question des droits de l'homme. On n'est pas obligé de le faire de façon agressive non plus. On peut parler de valeurs, on peut partager notre inquiétude. Oui. Il y a quand même un Canadien qui est détenu en Chine. On peut le dire, on doit le dire. C'est un devoir de le dire, mais je pense qu'il faut avoir ce courage-là. Puis ne vous en faites pas, les Chinois. Ça les offusque, dans une conférence de presse comme ça, mais ils sont très conscients que c'est notre préoccupation. Voilà. Là, merci beaucoup à vous trois. Merci infiniment. Merci. Alors, écoutez, merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation du MRI et de la SORIC. Alors, bonne chance pour la suite de vos missions et très bel été à vous tous et toutes. Vous en allez rencontrer le premier ministre. Bonne suite. Voilà. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir.